Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Stade Afrique, bienvenue dans Sport Palabre. Aujourd'hui, nous allons parler de foot féminin, surtout après le succès populaire incontestable de la Coupe du Monde qui a eu lieu cette année en France. Oui, et maintenant? Maintenant que la fête est finie, que peut-on espérer? Des stades pleins pour les prochains matchs de championnat? Des chaînes prêtes à dépenser des fortunes pour obtenir les droits de diffusion? Des contrats mirobolants pour les stars de la discipline? Ou comme on peut le craindre, un retour à la normale en attendant la prochaine grande compétition internationale. Mais alors, comment faire fructifier cet incroyable succès populaire? On va se poser la question là maintenant et tenter d'y répondre. Pour parler de foot féminin, il me fallait des spécialistes. Alors aujourd'hui, on va démarrer avec la minorité. Monsieur Paul Malouzabi. Salut Paul. Bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Paul, agent de joueuses, dont certaines joueuses dont on va parler. Mais on va en parler, on va dévoiler quelques secrets, mais on va parler de certaines joueuses très connues, notamment en France. J'ai le plaisir d'accueillir pour la première fois Cynthia Nzetia. Bonjour Cynthia. Bonjour Laurent. Cynthia Inside, puisque c'est journaliste Stade Afrique, et puis Insideuse, puisque vous avez suivi les Lions Indomptables pendant toute la compétition en France, c'est ça? Effectivement. On va revenir dessus. Et une habituée, une vraie professionnelle du foot féminin, à chaque fois j'ai le plaisir de recevoir, Siani Dalmat. Salut Siani. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Siani, journaliste l'équipe, on ne vous présente plus. Alors, avant de démarrer, je vous propose qu'on écoute juste ça. Depuis l'expédition de la Coupe du Monde 2015 au Canada, je vois qu'il y a eu beaucoup de changements parce qu'avant, les gens ne s'intéressaient pas beaucoup au football féminin. Et je trouve que l'organisation de la France a été une grosse réussite pour le football féminin. Alors, on l'a reconnue, c'est Adjara Njoya, l'attaquante des Lions, puisque elle joue avec l'équipe du Cameroun. Dans ce qu'elle dit, Siani, vous en êtes à votre 3e Coupe du Monde féminine, c'est bien ça? Effectivement. Elle dit que déjà, par rapport à 2015, elle trouve que cette compétition en France, il y a eu encore un cran de passé, on est monté en qualité. Est-ce que vous avez, vous, qui avez donc un peu de recul plus que d'autres, vous avez constaté ça aussi? Alors effectivement, on est monté en qualité en termes de jeu, en termes d'organisation, en termes de professionnalisation aussi. Avant la compétition, Gianni Infantino, le président de la FIFA, avait fait une promesse. Il avait dit que ce serait la meilleure Coupe du Monde, la plus belle Coupe du Monde de l'histoire. Et effectivement, on a assisté à une compétition qui était... en tout cas en termes d'organisation, très bien rodée. En termes de jeu et de niveau, je pense qu'on est sur quand même une des meilleures compétitions. Il y a eu des progrès, véritablement. En 4 ans, je trouve que la promesse a été tenue, en tout cas d'en faire un vrai spectacle pendant un mois. Cynthia, Siani dit qu'il y a eu des progrès en termes de jeu, en termes d'organisation. Vous qui accompagnait une équipe, alors véritablement comme les joueuses, vous avez vécu au même titre que les joueuses le quotidien. Pareil, les accueils, les entraînements, elles étaient pas sécurisées, mais préservées, protégées. On faisait pas n'importe quoi. Non, on faisait pas n'importe quoi, c'était vraiment strict. C'était pas une ambiance où tout le monde venait imposer ses caprices. Les filles étaient levées à une certaine heure, elles étaient couchées à une certaine heure. On arrivait, la première chose, quand on arrive, on voit le tableau du planning, on voit l'heure, le repas, et le coach était vraiment carré par rapport à ces histoires-là. Pareil pour les entraînements, c'était pas tous les journalistes qui pouvaient venir, malheureusement, ça dépend de quel côté on se passe, mais c'était vraiment carré comme organisation. Paul, vous avez des joueuses dont vous vous occupez, qui ont participé à la Coupe du Monde, pour certaines la première fois. Au-delà de l'excitation, notamment pour les joueuses françaises, puisqu'elles représentent leur pays, toutes les joueuses représentent leur pays, mais là en l'occurrence elles étaient dans leur pays. Au-delà de l'excitation, est-ce que vous avez eu des échos comme quoi il y a tellement de différences quand on joue dans un club? Alors les joueuses de l'équipe de France, c'est principalement Paris et Lyon qui sont déjà des grands clubs, mais est-ce qu'elles ont eu le sentiment de monter d'un cran encore, de vivre quelque chose d'exceptionnel? Oui, même pour celles qui avaient déjà joué la Coupe du Monde, bien sûr. Une Coupe du Monde au pays, c'est différent. C'est vraiment différent. Il y a plus de pression, puisqu'il y a la famille, les amis, les entraîneurs qui nous ont suivis depuis tout petit, puis il y a la ferveur populaire. Pour avoir assisté à 2 matchs de la Coupe du Monde,
honnêtement, l'ambiance, elle était exceptionnelle. Et quand on est joueuse, même en étant française, à la maison, ça met vraiment une pression particulière. Mais c'est pas forcément de la mauvaise pression. Hein. D'ailleurs, c'est ce que je disais à ma joueuse. Il faut vraiment s'en servir pour essayer de passer un niveau, de se surpasser, tout simplement. Et même pour la joueuse étrangère que j'ai, qui jouait pour le Canada, je pense que c'était aussi exceptionnel de jouer une Coupe du Monde comme ça, aussi bien organisée, des stades pleins, l'ambiance, etc. Et tout, c'est vraiment exceptionnel. Alors, Siani, ici, je vous parle de... comment elle s'appelle je vais vous dire ça tout de suite. C'est une gardienne de but, une gardienne anglaise qui s'appelle Carly Telford, qui a critiqué cette Coupe du Monde en France en disant que c'était mal foutu, qu'elles ont joué une fois à Nice, il a fallu qu'elles partent au Havre pour le deuxième match, qu'elles reviennent à Nice, qu'en dehors des stades, à l'extérieur, il n'y avait pas l'esprit de la fête, il n'y avait pas de fan zone, qui n'a pas arrêté de critiquer complètement en faisant quelques erreurs quand elle a voulu comparer à certaines compétitions. Elle a dit par rapport à ce que j'ai vécu aux Pays-Bas pour l'Euro et au Canada, il n'y a pas photo. Il faut savoir aussi que les Anglaises vont accueillir la prochaine Coupe du Monde, donc peut-être que c'est prochain Euro. C'était si bien que ça ou il y a eu quand même des ratés? Il y a forcément des ratés. Rien n'est parfait, mais je pense que je trouve que l'organisation de la Coupe du Monde a quand même été plutôt positive globalement. Après, c'est vrai qu'il y a des équipes, quelle que soit la compétition, hein, des fois on est baladé d'une ville à une autre. Et ça a été aussi le cas pour l'équipe de France, qui a dû changer de ville aussi. Après, les Pays-Bas, l'Euro, c'est quand même beaucoup plus petit que la France. Hein. Donc forcément, les distances sont raccourcies. Après, je trouve ça bien de pouvoir faire profiter les gens des différentes équipes qui participent au tournoi. Après, c'est vrai qu'en fonction du fait de terminer premier ou deuxième de la poule, ça obligeait à bouger. C'est comme ça, c'est souvent comme ça sur les compétitions. Heureusement qu'elle ne dispute pas l'Euro l'année prochaine avec les garçons, qui va se disputer dans plusieurs pays européens. Donc là, pour le coup, elle aurait été vraiment embêtée. Mais voilà. Donc il y a forcément des gens à qui ça plaît pas. Mais moi, après, il y a des choses qui m'ont pas plu dans cette Coupe du Monde aussi. Je veux dire que c'était... comme je le disais, en 2011, on avait accès aux joueuses et on pouvait discuter avec elles. Ah oui, alors ça, attendez, là vous précipitez un peu les choses parce que en préparant l'émission, je suis tombé sur un très bon article d'une personne qui était interviewée et je me suis rendu compte à la fin que c'était vous. Et vous disiez, à la Coupe du Monde 2011, on prenait le café avec les joueuses à leur hôtel. En 2015, l'accès était déjà plus limité. Cette année, la porte est carrément fermée. Oui, c'était notre organisation. Ça se rapprochait de ce qui se fait avec les garçons. On ne les a pas tellement croisés, les joueuses. On les voyait en conférence de presse, après les matchs, sur les entraînements. On pouvait les croiser rapidement sans vraiment pouvoir leur parler. Et voilà, Mais ce n'était pas de la volonté des joueuses, c'était les entraînements. Ah non, c'est l'organisation qui voulait ça. Donc, effectivement, c'était une autre façon de vivre la compétition. Et ça va avec la montée de niveau, ça va avec la médiatisation, le professionnalisme. On était beaucoup plus de médias, donc je pense que c'est pas possible quand on est 6 ou quand on est 100 à les suivre de faire la même chose. Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas demander aux filles d'être plus professionnelles et d'élever le niveau de jeu de la compétition tout en pouvant s'éparpiller et en laissant entrer tous les journalistes ou les familles, etc. Alors là, on vantait, parce qu'après on va parler clairement de l'équipe des États-Unis, on leur disait, j'ai souvent entendu, oui, les États-Unis, elles sont professionnelles pour les entraînements, mais après elles font ce qu'elles veulent, elles ont qu'à télé, elles sont libres. Non, c'est pas comme ça. Aux États-Unis, notamment, il y a plusieurs choses. Les États-Unis, il faut savoir une chose, c'est déjà l'équipe, quand elle vient ici, ils ont leur propre sécurité, en plus de la sécurité de la compétition. Mais ça les empêche d'être détendues. Elles sont détendues, les Américaines. Vous avez vu, si vous regardez leur vestiaire, vous allez voir qu'elles sont super détendues. C'est ça, l'organisation à l'américaine, elle est comme ça. On ne peut pas accéder à toutes les joueuses, etc. Mais entre elles sont super détendues, elles sont même sûres de gagner. Vous voyez les interviews des Américaines, elles disaient même qu'avec leur équipe sur le banc de touche, elles gagnaient la Coupe du Monde. Donc elles l'ont dit à la fin, ça ou Non, pendant. Mais en plus, elles le pensent. C'est limite de l'arrogance. Non, du tout. Non, c'est le fighting spirit à l'américaine. Il y a ça, et puis il y a surtout qu'elles sont sûres d'elles, tout simplement. C'est pas de l'arrogance, parce que je pense que c'est le cas, oui. Elles peuvent la gagner même avec l'équipe, on va dire l'équipe réserve. Alors, on va terminer sur l'ambiance et l'accès aux joueuses. Cynthia, les Camerounaises, pareil, c'était verrouillé, les familles interdites. Il y a eu une soirée avec les familles, c'était juste après le match contre la Nouvelle-Zélande. Et elles étaient très ouvertes, bonjour, mais ça restait quand même professionnel. On sentait qu'elles étaient venues pour faire quelque chose.
C'était pas la grande kermesse, c'est vrai, mais elles étaient quand même accessibles. Après, les familles n'étaient pas interdites en équipe de France. Après tous les matchs, elles ont mangé avec leur famille, avec leurs proches. Mais est-ce que c'est pas aussi inhérent une équipe qui reçoit dans son pays où il y a une pression supplémentaire pour l'équipe de France? C'était qu'il y avait, c'était l'organisation de la FIFA, c'est-à-dire qu'il y avait des entraînements qui étaient ouverts aux médias, d'autres non, des entraînements à huis clos. Il y avait des points presse qui étaient organisés, mais comme ça se rapprochait de moi ce que j'ai vécu avec une Coupe du Monde garçon en 2010, par exemple, quand j'étais à Naïsna. Donc on est vraiment monté. Vous avez eu ce plaisir? Ah oui, cet immense plaisir. Et donc voilà, on s'est rapproché de ce qui se fait dans le monde professionnel, tout simplement. Ok, alors maintenant, vous parliez tout à l'heure, vous disiez que cette Coupe du Monde s'est professionnalisée et était, le niveau s'était élevé, notamment par rapport au jeu, à proprement dit. Je me souviens qu'on avait fait un Sport Palabre ensemble où j'avais été un peu ironique sur le niveau des gardiennes, mais à culpa, Siani, parce que je dois admettre que les gardiennes, notamment la gardienne des Pays-Bas et du Chili, je crois, d'Argentine, ont été impressionnantes. Alors la gardienne des Pays-Bas, c'est... vous allez m'aider? Non. Je vais vous le dire tout. Sarri. Bon, je vais le retrouver. Je vais mal le prononcer. On va le retrouver. Qui a été impressionnante. À chaque fois, on se moque des gardiens. On disait que c'était peut-être notamment un des points faibles dans le foot féminin. Elles ont été 2-3 arrêts, notamment Pays-Bas-Suède. Assez surprenant. Tactiquement, on sent qu'il y avait un peu plus de travail. Ça partait pas dans tous les sens. Quitte à quand même bloquer un peu le jeu. C'est pas ce que vous avez ressenti. Elles appliquaient un peu trop les règles ou il y avait un peu de liberté? Cynthia? Alors, par rapport aux gardiennes, moi, mon coup de cœur, c'était vraiment la gardienne du Chili, celle du PSG, hein, Edler. Les matchs qu'elle a sortis étaient quand même assez spectaculaires. Par rapport à Sarri van Ensten, celle du Pays-Bas, à un moment, si on dit aussi qu'elle ne doit pas suivre les leçons, les consignes de son coach, on va la critiquer. Mais je pense que c'est une fille qui est libre, qui joue comme elle. Mais quand je parlais d'appliquer les règles, c'est dans l'équipe, le mode de fonctionnement des équipes, où elles étaient véritablement, on voyait les schémas posés, mais il n'y avait pas, comment on dit, elles ne dépassaient pas leur... d'improvisation. Oui, absolument. Je pense que par exemple l'équipe d'Angleterre, ils ont la chance d'avoir un ancien grand joueur de Manchester United comme coach, en l'occurrence Philippe Neville. Ouais. J'ai été très impressionné tactiquement. Elles étaient vraiment bien en place, c'était vraiment rodé. Il n'y a pas de dépassement de fonction, c'est ça que disons qu'il peut y en avoir. Hein. Jouer un joueur comme Mbappé, c'est un joueur qui est discipliné. On n'a dit pas de comparaison avec les hommes. Non, mais c'est juste. On parle football. On parle football. On parle football féminin. Paul, vous êtes minoritaire. Les filles ne sont pas moins disciplinées que les garçons. Elles ont aussi de la variété. Elles sont capables d'amener aussi du peps, etc. L'équipe de France, il y a eu des dépassements de fonction. Elles ont été. Je vais prendre une joueuse que je connais un petit peu, Khadija Toudiani. C'est celle qui est sortie du lot. En l'occurrence, dans son jeu, elle est super disciplinée, mais elle laisse une part aussi à la créativité. On le voit quand elle fait la différence, etc. C'est juste par ses qualités de créativité, qualité physique, qualité technique, mais elle reste dans les consignes. Mais on peut être créatif tout en restant dans les consignes. L'un n'empêche pas l'autre, vraiment. Thierry, vous êtes d'accord avec ça? Vous avez trouvé qu'elles étaient très créatives, le jeu s'envolait ou quand même Après, ça dépend toujours des équipes. Ça dépend des équipes. Mais on parle des meilleures équipes, là. Par exemple, l'Argentine qui n'a pas été une des meilleures équipes, mais ils avaient une numéro 10 qui était très bonne, très créative. Et après, le reste de l'équipe n'est pas forcément à la hauteur. Après, moi, j'ai trouvé que les États-Unis, en fonction des matchs aussi, pouvaient faire preuve de créativité. Moi, j'ai beaucoup aimé la milieu de terrain Rose Lavelle, par exemple, aux États-Unis. Après, ça dépend toujours du style de jeu. Peut-être que le Japon, c'était un petit peu moins créatif, mais plus... c'est dans la culture du pays aussi. Les Japonais sont très... moins joueuses. Pareil pour les Italiennes avec Saragama, on sentait vraiment que c'était très défensif, que c'était vraiment le double rideau, le catenaccio. Et les Espagnols, c'est vrai qu'on retrouve un petit peu... Après, on retrouve le style des pays et de la culture du football, exactement. Bien sûr. Donc, sauf pour les États-Unis, puisque l'équipe masculine américaine est inexistante. Et là... Cette supériorité des joueuses américaines, tout le monde savait dès le départ, même si c'était difficile d'admettre, et on ne voulait pas le croire, les Américaines vont gagner. Parce que elles sont programmées pour ça, c'est-à-dire qu'elles préparent la Coupe du Monde depuis le mois de janvier, ça fait 6 mois qu'elles sont à bloc, en train de faire des camps d'entraînement. Surtout qu'elles sortaient d'une mauvaise performance précédemment en plus. Non, parce que elles étaient... au JO. Ouais. Oui, au JO, oui, effectivement, elles avaient été sorties par la Suède, mais elles sont tenantes du titre de la Coupe du Monde, donc...
Après, voilà, elles devaient se rattraper effectivement des JO, mais voilà, elles arrivaient à bloc, préparées. Les joueuses, elles sont salariées de la fédération, donc c'est-à-dire que quand elles sont en sélection, c'est presque devant le club. Donc, pendant que les joueuses de l'équipe de France font leur saison, leur championnat, leur Ligue des Champions, leur Coupe de France, elles multiplient les matchs amicaux pour arriver prêtes à la Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment une autre organisation. Alors, c'est ça la question que je veux. Est-ce que cette supériorité, ce 13-0 contre la Thaïlande, c'est plus du foot, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais pour le foot féminin? Il y a une plus grande disparité de niveau chez les filles que chez les garçons. Et on le retrouve aussi. Même si je vous coupe, ça a tendance quand même à se rapprocher, bien sûr. Attention, parce que la prochaine Coupe du Monde, elle est à 32. Donc on va avoir plus de 13-0, de 15-0 qui vont arriver. Possible. Après, je pense qu'il y a la différence qu'il y a entre le professionnalisme de certaines équipes et certaines filles, certaines sélections qui n'ont pas un championnat de très haut niveau pour l'instant, se ressent beaucoup plus chez les filles que chez les garçons, surtout dans une grosse compétition comme ça. Mais avec le temps, ça va se tasser. D'ailleurs, ça commence déjà, notamment l'équipe de France. Avant, il y avait une plus grande différence avec les États-Unis. L'équipe de France, c'est pas... Alors là, on va aller sur un autre chemin, Paul. On a l'impression quand même qu'il y a 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire qu'il y a les pays riches. D'ailleurs, on a vu en quart de finale 7 équipes d'Europe, une équipe américaine, et les pays pauvres. Les pays pauvres ou qui ne sont pas encore structurés pour pouvoir accompagner des clubs de filles, notamment les équipes africaines, qui pour le coup ont quand même qui ont bien sorti leur carte du jeu. Hein, et elles ont été meilleures que les garçons, on peut le dire, par rapport à la Coupe du Monde. Est-ce que c'est pas un peu l'écueil auquel la FIFA va devoir faire attention pour éviter qu'il y ait cette différence avec les riches contre les pauvres, où on va avoir des équipes pour faire 32 avec des faire-valoir qui vont se faire éclater, et à la finalité, on va se retrouver avec 8 équipes à la fin, toujours les mêmes. L'idée, c'est que ces équipes dites moins fortes participent à des qualifications pour la Coupe du Monde. Moins fort, c'est mieux que pauvre. Donc, progressent aussi en jouant plus de matchs, parce qu'il faudra se qualifier pour la Coupe du Monde. Et ensuite, une fois qu'elles seront en Coupe du Monde, après, moi, c'est pas forcément mon idée, mais en tout cas, c'est ce que m'a expliqué récemment Noël Le Graët. Lui, il est complètement pour le passage à 32 équipes à la Coupe du Monde, parce qu'il dit que ces équipes-là vont venir en Coupe du Monde et prendre de l'expérience, et que peut-être que la Thaïlande, dans 4 ans, dans 8 ans, elle prendra plus 13-0 contre les États-Unis parce qu'elle sera habituée à jouer en Coupe du Monde. Non, à jouer en Coupe du Monde, effectivement, prendre d'expérience. Moi, je ne suis pas forcément d'accord. Moi, je suis pour qu'on resserre la Coupe du Monde et pour que ça garde un intérêt. Je suis totalement d'accord. Qu'on n'ouvre pas trop d'équipes parce que ça perd de son charme. C'est quand même la compétition qui doit avoir le niveau le plus élevé. Et ça doit se mériter de passer en Coupe du Monde. Si tout le monde y est, je ne vois pas tellement l'intérêt. Mais après, je peux comprendre l'intérêt de faire rentrer d'autres équipes et effectivement de se dire que ça va aussi leur permettre de progresser, d'arriver à un certain niveau. Moi, je pense que c'est différent des garçons. On ne peut pas comparer avec les garçons. On essaie d'élargir en fait la Coupe du Monde chez les garçons, même l'Euro, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'équipes qui sont professionnelles de haut niveau. Là, c'est le contraire. On essaie d'aider en fait en tirant les gens du bas vers le haut. Oui. C'est possible et je peux comprendre. Simplement, comme Xiani vient de le dire, je pense qu'effectivement, on va avoir des matchs qui seront parfois un peu... totalement déséquilibrés. Exactement. Et ça, c'est embêtant pour le football féminin parce qu'en termes de visibilité, ça peut-être tourner les gens vers autre chose s'ils voient que les matchs, en fait, si les gens ont tendance à voir que les matchs sont hyper déséquilibrés. Et ça serait un peu dommage, ça serait l'effet inverse. Maintenant, avec le temps, effectivement, des équipes comme la Thaïlande vont apprendre avec la compétition, mais ça va prendre plus de temps, ça c'est sûr. Mais on a toujours plutôt tendance à vouloir suivre et accompagner une équipe qui gagne. C'est plus porteur qu'une équipe qui se fait étriller à chaque fois, où on se dit « Oh, les pauvres », on essaie de se dire combien... Si vous avez un exemple, l'Islande, c'est un pays, je crois, il y a 300 000 habitants. Et pourtant, chez les garçons, ils arrivent à sortir. C'est-à-dire qu'il y a moyen. Paul, c'est exceptionnel. Non, mais c'est pas exceptionnel. Il faut du temps et du travail. C'est une politique aussi des instances du pays. Si la fédération thaïlandaise décide de mettre le paquet sur le football féminin, elles vont progresser. Mais ça veut dire il faut que si la FIFA monte sa Coupe du Monde à 32 équipes, sa Coupe du Monde féminine à 32 équipes, c'est-à-dire que toutes les fédérations qui sont affiliées à la FIFA doivent faire le travail aussi pour que les équipes nationales soient au niveau. Sinon, ça n'a pas d'intérêt de se qualifier pour la Coupe du Monde pour venir prendre 3 fois 13 buts et puis sortir de la compétition complètement démoralisé. Donc après, la FIFA a lancé un plan de féminisation, un plan de développement du football féminin, donc ça rentre, voilà, exactement, des moyens qui vont être donnés pour se développer. Ils ont conscience que s'ils ne le font pas... Oui, mais parce que nous, on a une vision très centrée sur l'Europe, où on voit qu'on a déjà des équipes qui sont performantes, mais dans les autres continents,
On a aussi envie de voir du football et du football féminin, et peut-être que là aussi, il va aussi progresser en Afrique, en Asie, en Amérique latine, en Amérique du Sud. Donc voilà, il faut aussi avoir cette vision qu'il y a d'autres équipes qui demandent à progresser et qui vont arriver. Parce qu'en fait, le problème, c'est la structure des équipes de clubs qui est, comme on disait au début de l'émission, par exemple en France, pour le moment, on a véritablement 2 grosses équipes. En Allemagne, un peu plus, même si c'est en Non, là, ça, c'est toujours les deux mêmes on a au moins 4 voire 5 grosses équipes. Yanni, on voit toujours les mêmes. Oui, mais parce que PSG... Le championnat et les coupes, c'est toujours les mêmes qui les gagnent. Non, mais parce que PSG et Lyon ont une petite avance. Et encore une fois, c'est une question d'investissement. Mais on a Bordeaux qui a beaucoup investi cette saison et qui est une très bonne équipe. On a Montpellier, Paris FC. On a des clubs comme Marseille, comme Reims qui ont fait des efforts. Il y a Soyaux qui est un club féminin qui est en D1 depuis très longtemps. Donc il y a du travail qui est fait. Il faut pas... C'est parce qu'on voit beaucoup Lyon et Paris que derrière le travail n'est pas fait. C'est juste qu'elles ont une marge. Ce qui compte, c'est le résultat. Pour le grand public, on regarde les gagnants. Non, pas forcément. Si on s'y intéresse de manière un peu plus près, moi, ça fait à peu près 8 ans que je le suis. Il y a 8 ans, vous aviez des scores comme 13-0. Aujourd'hui, ça existe quasiment plus. Vous avez Paris Saint-Germain peut jouer Lyon, ils vont perdre 2-1, peut-être 3-1, parfois 4-0. Mais même les petites équipes, par exemple, le Stade de Reims vient de jouer ce week-end contre l'Olympique Lyonnais. Elles ont perdu 6-3. C'est la première fois que l'Olympique Lyonnais prend 3 buts. 8-3. 8-3. 8-3, oui. Et Lyon, ils n'avaient pas pris 3 buts depuis 10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'il y a du travail qui est fait. Donc, c'est-à-dire que ça progresse, ça se rapproche, etc. Et tout. Parce qu'on a l'impression que le foot féminin, en fait, il attire par son côté international ces grands événements, parce que véritablement, la Coupe du Monde a été une fête. Nous, on avait suivi pour Stade Afrique la CAN féminine l'année dernière. D'ailleurs, on était là pour le coup, si on peut en parler 2 secondes, on était les seuls à en parler. Oui, on était les seuls à en parler, effectivement. Donc, par rapport à la visibilité, à la médiatisation pour les jeunes filles africaines qui voudraient faire du foot. La CAN, on a aussi suivi la CAN masculine, on a vu l'engouement qu'elle était, on ne va pas comparer les deux, mais quand on voit ce qui s'est passé par rapport à la CAN féminine, personne n'en a parlé. Comment les jeunes filles peuvent avoir des repères? Après, ça dépend des pays. La CAN, en 2016 au Cameroun, tout le monde en parlait. Il y avait les stades qui étaient remplis et j'y étais, je peux vous le dire. La CAN féminine. La CAN féminine. Je parle de la CAN féminine où le Cameroun avait encore perdu en finale face au Nigeria. Cette CAN au Ghana, on attendait beaucoup par rapport à la CAN féminine au Cameroun et bizarrement, on s'est dit oui, le Ghana, pays anglophone, c'est avancé, ça va pas être la même organisation que dans un pays anglophone. Il n'y a pas eu on ne va pas s'éterniser sur la CAN, mais juste pourquoi, à votre avis? Je pense que c'était un moment... Ils ont eu la CAN par défaut, il faut dire les choses comme la communication. La communication, elle n'était pas faite. Et ça a aussi eu des répercussions sur l'équipe qui était sortie 3e de la CAN en 2016 et qui est sortie au premier tour pour la CAN chez elle. Donc, alors que ça suit moins quand l'équipe on l'a vu en France, la dernière semaine était bien, mais il n'y avait plus l'équipe de France, donc du coup c'était retombé aussi un petit peu. Alors, pour terminer la première partie, Siani, justement, je voulais vous poser cette question. Au-delà de l'équipe de France qui était... Mais si le pays hôte fait un parcours pas terrible lors d'une Coupe du Monde, et même peut-être chez les hommes, mais est-ce que d'un seul coup, l'effervescence, elle ne retombe pas? Je dois encore faire un parallèle, et ce sera le dernier, je vous promets, avec les garçons. Mais la CAN en Égypte, l'Égypte s'est fait sortir en 8e, c'est ça? D'un seul coup, il n'y avait plus de fête. Non, après, je ne dirais plus qu'il n'y avait plus de fête, mais effectivement, je pense que si les Françaises avaient été à Lyon, on aurait eu jusqu'au 7 juillet une grande fête autour du foot. Là, forcément, ça s'est un petit peu éteint parce que les Bleus n'y étaient plus, mais ça c'est le lot de tous les grandes Coupes du Monde ou Euro. Dès que le pays hôte est sorti, ça descend un petit peu. Il y a 2 ans, quand les Pays-Bas ont gagné l'Euro chez eux, enfin chez elles en l'occurrence, il y a eu la fête jusqu'au bout de la compétition, le public s'est pris de passion pour cette équipe et voilà, on a eu le droit à une grosse fête. Mais ça, je pense que c'est toutes les compétitions. Au Canada aussi, il y a 4 ans, une fois que les Canadiens n'étaient plus là, ça s'est un petit peu délité. Mais après, les gens qui aiment vraiment ça, les passionnés, ils suivent jusqu'au bout. Il y a eu du monde à Lyon pour les demi et pour la finale. Et à l'extérieur, autour, il y a eu du monde Oui, moi j'étais à voir le Canada à Reims. C'était le Canada... Ça va marquer, Suède. Contre la Suède. Et au Parc des Princes Canada-Suède. Non, j'ai été voir le Canada à Reims contre une autre équipe et contre les Pays-Bas. Les Pays-Bas, oui, non, mais alors les Pays-Bas, tout le monde en a parlé. Alors, juste mon impression, dans la ville, c'était extraordinaire.
Il y avait des supporters partout, dans toute la ville, les bars étaient pleins. Autour du stade, il y avait la fan zone qui était remplie. Et honnêtement, c'est ça que je suis un peu surpris des propos de Telfort, parce que je me demande si dans les autres villes, c'était la même chose. Et pour ce que j'ai vu, en tout cas, c'était impressionnant. C'était festif, c'était vraiment une super belle ambiance. C'est vrai que nous, on les a eus à Valenciennes, Pays-Bas contre le Cameroun, c'était quelque chose, ces supporters. Bon, on est obligé de terminer la première partie. On va terminer sur la bonne note des supporters néerlandais. Et on va recommencer sur une autre bonne note, mais en deuxième partie. Sport Palab, deuxième partie. Coupe du Monde féminine, un succès, c'est vrai, on l'a dit tout le long de la première partie, mais maintenant, à quoi s'attendre ? Donc, on a parlé de l'organisation de l'équipe de la compétition en France, on a parlé du niveau de jeu de toutes les équipes, du professionnalisme. Maintenant, il est temps de se poser la question aussi de la façon dont tout ça a été perçu par le plus grand public, par le plus grand nombre, là où les amateurs de football avaient souvent un petit peu tendance à se moquer, critiquer le niveau du foot féminin. Siani, on s'est rendu compte aussi que l'ère du temps a obligé ou incité ou amené certaines personnes à considérer les joueuses, et donc les femmes, d'une autre manière. Est-ce que tout ce qui s'est passé avec MeToo, avec Balance ton porc, toutes les dénonciations, toute cette capacité qu'ont eu nombreuses femmes de critiquer, commenter et dire haut et fort que la position de la femme vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la société, ne devait plus être ce qu'elle était et que maintenant ça suffisait. Voilà, homme, femme, c'est l'égalité, on n'en parle plus. Et puis si jamais quelqu'un n'est pas d'accord, on attaque. Est-ce que ça a pu apporter un peu de bienveillance, un peu de... une façon de regarder différemment un petit peu ces filles jouer au foot, selon vous ? Alors moi, je pense qu'effectivement, le climat actuel a favorisé peut-être l'acceptation de cette Coupe du Monde. Après, moi, je dis toujours que de toute façon, pour une femme, jouer au foot, ça va au-delà du sport. Pour moi, c'est clairement un acte presque militant, parce que moi, par exemple, j'ai commencé le foot à 16 ans. Et combien de fois on a entendu que c'était pas un sport pour les filles, même au niveau des parents, qui n'étaient pas forcément d'accord pour qu'on joue au foot, alors que les frères, les grands et les petits avaient le droit d'y jouer. Pour avoir un terrain ou un créneau horaire, fallait se battre, pouvoir trouver sa place. Et cette Coupe du Monde, je trouve qu'elle a participé justement à dire, c'est pas parce qu'on est des femmes qu'on n'a pas le droit de jouer au foot. On a le droit de jouer au foot autant que les hommes, et que voilà, il y a aucune raison valable pour qu'une fille n'ait pas le droit de jouer au foot. Il y a des gens qui vont vous dire oui, mais c'est pas esthétique, oui, mais elle court moins vite, elle saute moins haut, mais c'est pas une excuse, voilà exactement, où les cages sont trop grandes. Mais c'est pas une excuse pour jouer au foot. Et je trouve qu'on a vu des femmes fortes, des femmes qui ont du pouvoir et qui se sont imposées et qui ont pris leur place. Et c'était très bien. Après, l'exemple, c'est peut-être Megan Rapinoe qui a vraiment bien incarné tout ça. Mais pour moi, toutes les femmes qui ont disputé cette Coupe du Monde, elles ont été porteuses d'un message qui est pas simplement de faire du sport, mais aussi de s'émanciper à travers le sport et de montrer qu'elles ont une voix, qu'elles sont là, et voilà, qu'elles étaient un modèle pour plein de petites filles qui ont envie de faire du sport ou de jouer au foot et qui ont le droit, quoi. C'est pas un sport, une discipline que les garçons doivent s'accaparer et confisquer. Et c'est justement, vous allez pouvoir réagir parce que vous qui avez suivi les joueuses, et on sait à quel point pour les jeunes filles africaines, faire du sport, c'est même pas comme le disait Siani, un acte militant, c'est presque un acte politique. C'est imposer et chercher et amener une émancipation au-delà, à travers de tout ce qu'on sait, le côté patriarcal, traditionnel, culturel, voire religieux. Est-ce que vous avez senti les filles en confiance? Est-ce qu'elles avaient envie de prouver? Bien sûr. Elles avaient envie de prouver, déjà se prouver elles-mêmes, se prouver à leur fédération, se prouver à leur pays, puisque chaque fois qu'on a interrogé une Camerounaise, elle le disait, on l'a fait pour le pays. Je vais revenir sur la question du climat. Il y a quelques temps, Omar El-Béchir est parti du pays. Quelques jours après, un championnat féminin de football a été créé au Soudan. C'est peut-être... Je rêve peut-être, mais peut-être ça a une certaine corrélation. Des générations qui arrivent, et elles ne sont pas une ou deux ou trois. On a déjà une dizaine d'équipes qui sont autour de ce championnat féminin au Soudanais. C'est formidable.
Paul, vous le sentez, vous, vis-à-vis de vous les encouragez, au contraire, vous leur dites c'est maintenant, là, si tu veux t'imposer, il n'y a plus rien qui t'empêche, tu dis merde à tout et vas-y, sauf à ton agent, bien sûr. Non, j'ai la chance d'avoir des joueuses d'une génération où elles n'ont pas eu besoin de beaucoup revendiquer pour pouvoir jouer au football. Et je pense... Tu récupères les fruits de ce qui a été... Exactement, du passé. Je pense qu'à l'époque de Corinne Diacre, ça devait être différent, j'imagine. Mais aujourd'hui, non, les joueuses que je récupère, surtout les plus jeunes, alors c'est plus les parents même qui les poussent. À vraiment Ils les poussent pourquoi ? Pour l'amour du sport ou parce qu'ils pensent, ils voient bien que le foot il y a féminin de tout. et qu'il y a de la place. Il y a forcément de tout. C'est maintenant qu'il y a des places sont à prendre. Mais c'est comme chez les ensemble. garçons, il y a des parents forcément qui vont avoir un regard Oui, intéressé. mais chez les garçons, et d'autres... Siani, la place elle est plus dure à obtenir. Non, c'est pas vrai, je- pas forcément. Pas vrai, si t'es pas forcément. bonne, Je pense que Non, Paul, pas forcément. le football féminin a changé, même l'image que les gens ont du football féminin est en train de changer. Bien sûr. Et j'ai beaucoup de mamans qui m'appellent parce que leur fille a un peu de talent. Et elles voudraient bien la voir réussir dans le sport qu'elle aime, tout simplement, dans un premier temps, sachant que ça commence à se professionnaliser, on peut en faire son métier, pour les meilleurs. Mais je pense que dans 10, 20 ans, ça sera encore à un autre niveau, même pour les joueuses moyennes, on pourrait en vivre très bien. Et les parents, ils veulent simplement que leurs enfants soient heureux, et si c'est dans le sport ou dans le domaine dans lequel ils sont heureux, ils vont les pousser. Après, il y a une chose, pour revenir sur la bienveillance des gens par rapport à la Coupe du Monde, je pense que la bienveillance, elle vient surtout de la manière dont ils vont juger la compétition et les filles. Ça veut dire qu'ils En vont termes de jeu. en termes de jeu, en termes de remarques aussi dans les stades. Les gens vont peut-être essayer de se retenir un peu sur certaines remarques qui peuvent être sexistes avant. Ils vont faire attention. Par rapport à l'ambiance. Exactement, à l'ambiance actuelle. Alors, Siani, juste une chose pour terminer sur comment faire un petit peu avancer les choses. Est-ce que les choses bougent pour les filles ? J'ai posé la question à Jara. Comment faire pour que les choses avancent un petit peu ? Voilà sa réponse. Ouais, actuellement, d'autres jeunes me prennent comme le modèle. Ça fait vraiment plaisir. Donc, tout ce que je peux continuer à faire actuellement, c'est de continuer à travailler, de les motiver, parce que la motivation qui vient de quelqu'un qui pratique déjà, c'est différent de quelqu'un qui ne pratique pas. Donc, aujourd'hui, mon but, c'est de les motiver, les amener à comprendre qu'un jour, elles peuvent aussi être comme moi. Il faut déjà travailler parce que le football nécessite beaucoup de travail. Il faut beaucoup travailler pour atteindre le haut niveau. Et quand tu es au haut niveau, il faut te battre pour maintenir parce que être au top, c'est pas tellement difficile, mais pour se maintenir qui est un peu difficile. Donc, je pense que le football peut être vraiment un bon plan d'épanouissement pour les jeunes filles, surtout en Afrique. Elle est pleine d'humilité. Elle dit atteindre le haut niveau, c'est facile. Le plus difficile, c'est pas si facile que ça. Effectivement, des jeunes filles comme elle, devenir des modèles, ça peut aussi inciter les jeunes joueuses africaines. Mais surtout, ce qu'on entend, c'est qu'il faut travailler, quoi. Et elle a travaillé. Parce qu'à Jara, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au mois de janvier, elle change de club. Elle est toute seule au Cameroun, elle se préparait. On la voyait dans ses snaps, dans des Sur les réseaux sociaux. Hein. sur les réseaux sociaux. Se préparer toute seule. Elle a changé de club. Elle arrive à Vallegra. Mais chaque week-end, elle marque. Et c'est pas un but, c'est des doublés, c'est des triplés. Elle empile. Et le but du Cameroun, Nouvelle-Zélande, qu'elle a marqué, si on demande à tous les Camerounais cette année quel est le but qui leur a vraiment foutu... La chair de poule. La chair de poule, c'est le but d'Ajara. Et c'est dommage, c'est mon petit coup de gueule, qu'elle ne soit pas nommée pour le 11 type cette année. Elle le mériterait. Ce que je trouve que très intéressant dans ce qu'elle a dit, c'est que effectivement les joueuses qui ont disputé cette Coupe du Monde, ça va être des modèles pour les générations à venir, pour les petites filles. Et quelques années, en fait, les filles, elles n'avaient pas de référence féminine. Marinette Pichon. Donc, oui, mais même pas, parce qu'on la voyait pas tellement à la télé. Marinette Pichon, c'est sur la fin de sa carrière qu'elle est devenue une icône pour les filles ou un modèle. Mais effectivement, pour pouvoir se dire que, et c'est comme ça pour tout le monde, je pense, je peux devenir footballeuse professionnelle, il faut en voir régulièrement. Et on en voit une fois tous les 4 ans pendant les JO. Et encore. Pas tellement. Là, les petites filles peuvent se dire, je vais faire comme Eugénie Le Sommer, je vais faire comme Kadi Diani, je vais faire comme Wendy Renard. Elles ont des modèles. Et même ce qui est beau, exactement comme Adjara. Et ce qui est beau, je trouve, c'est que même les petits garçons maintenant prennent les joueuses de foot comme modèle. Il y a des garçons, alors joueuse préférée, c'est Eugénie Le Sommer. Et c'est très bien. Enfin, je trouve qu'on franchit un cap. Mais je trouve ça encore plus intéressant pour les petites filles parce que pouvoir s'identifier à quelqu'un, ça permet de se dire que c'est possible aussi de devenir footballeuse professionnelle. Alors tout à l'heure, vous parliez de Megan Rapinoe, qui a été élue,
meilleure joueuse de la compétition, donc championne du monde. Quand j'entends Adjara qui porte des valeurs de travail, de combat, qu'il faut de labeur, et que j'entends Megan Rapinoe qui porte d'autres valeurs, je ne fais pas justement de jugement de valeur. Elle porte les mêmes, Megan Rapinoe. Oui, mais alors, est-ce que ce sont les médias qui l'ont amenée sur un terrain avec ses combats LGBT, avec ses combats égalité homme-femme... Contre le racisme aussi, elle a mis un genou à terre, Megan Rapinoe, oui. Il faut faire la différence. Il y a deux choses. Les Américaines, c'est... Non, pour terminer, ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être certaines joueuses, notamment dans certains pays assez conservateurs, qui ne voudront pas du tout s'identifier à Megan Rapinoe. Non, mais en fait, déjà pour arriver au haut niveau, il faut être travailleuse. Tu peux avoir du talent, peu importe tes revendications externes, mais pour arriver au haut niveau au football, que ce soit féminin ou masculin, il faut vraiment avoir travaillé. Je ne suis pas surpris de ce que Cynthia vient de dire quand elle raconte l'histoire d'Adjara. Travailler comme elle fait, il y a beaucoup de joueurs et de joueuses qui bossent comme ça pour arriver à ce niveau-là. À côté de ça... On a presque envie de dire c'est le minimum, quoi. Exactement, c'est le minimum syndical. Ça, quand tu as dit arriver au sommet, c'est pas le plus dur, ça fait partie du plus dur aussi. C'est vrai que se maintenir, c'est encore plus dur. Mais ça veut dire que c'est vraiment tout le temps compétitif. C'est vraiment difficile. Maintenant, par rapport à Rapinoe, je sais que les Américaines travaillent très dur. À côté de ça, elle est dans un grand pays où ses revendications ont forcément de l'écho. Et je pense que c'est une très bonne chose aussi pour tous les gens, parce qu'il y a plein de pays où tu ne peux pas t'exprimer comme ça, je pense. Et elle représente aussi certaines valeurs pour défendre certaines filles qui n'ont pas la voix et n'ont pas justement la voix au chapitre et qui sont muselées et qui ne peuvent pas... Et il ne faut pas la réduire à défendre la cause LGBT. Elle ne défend pas que cette cause-là. Megan Rapinoe, non, pas du tout. Megan Rapinoe, elle défend l'égalité salariale parce que les Américaines, elles ont quand même attaqué leur fédération justement pour avoir... Oui, elles ont procédé. Bien sûr. Non, mais comment elles peuvent revendiquer de vouloir gagner autant que les hommes? Tout simplement parce que l'équipe américaine féminine gagne plus. Oui, mais elles se battent pour l'équipe américaine féminine. Elles attaquent leur employeur pour discrimination parce qu'elles estiment qu'elles devraient gagner au moins autant que les garçons. Pour l'équipe américaine, voire même plus. Oui, mais ça, elle le défend. Elle défend aussi les Noirs aux États-Unis. C'était la seule blanche à mettre un genou par terre. Elle ne chante pas l'hymne. Megan Rapinoe, elle ne met pas la main sur le cœur, ça, il faut le dire. Donc, effectivement, elle est lesbienne, mais elle ne défend pas que la cause LGBT. Ça dépasse ce cadre-là. Après, c'est une de ses revendications. Mais elle n'est pas que là-dessus. Mais faut pas la réduire par facilité, beaucoup de médias n'en ont pas fait un porte-étendard juste de ça. Et l'ont pas réduit un peu à ça. Je pense qu'elle est maligne. Elle est maligne, elle est américaine, elle maîtrise les médias. Elle les maîtrise très bien d'ailleurs. C'est dans leur culture. À l'université, ils ont des cours de media training, etc. Et je pense qu'elle le maîtrise très bien. Après, pour parler des salaires, c'est vrai que le cas des Américaines est particulier. C'est une très grosse équipe. Elle est meilleure en termes de visibilité et peut-être même de performance que l'équipe masculine. Donc c'est normal que dans leur pays, ils le revendiquent. Après, nous en Europe, on a d'autres équipes qui l'ont revendiqué, les Norvégiennes, les Danoises, etc. Ça, c'est une autre proportion qui est différente. Là, j'ai un avis différent. Mais pour les Américaines, je pense que c'est légitime, oui. Je vais vous citer Mark Parker, le PDG de Nike. Le maillot USA féminin à domicile est la meilleure top vente sur le site Nike.com sur une saison homme-femme confondue. Bien sûr. Je suis pas surpris. Quand vous suivez, moi j'ai été voir justement les 2 demi-finales et la finale à Lyon. Je suis arrivée gare de Lyon à Paris, il y avait des maillots américains partout. C'est dans la culture du supporter américain d'avoir le maillot, l'écharpe, machin. Ils achètent beaucoup. Et ils floquent leur maillot au nom des filles. Et vraiment, c'est une équipe qui draine beaucoup d'argent. Donc c'est normal que quelque part, elle récupère aussi un petit peu la part du gâteau. Et peut-être une part du gâteau plus élevée que celle des hommes. Il y a une certaine logique là-dedans. Après, moi, c'est vrai que le match France-USA, on avait l'impression qu'elles étaient à domicile, quasiment. C'est vrai. Leurs supporters ont fait beaucoup de bruit. Il y a une culture des supporters qui les suivent partout. Et même si le match le plus vu a été France-Brésil. Ah ouais, ça a été le match qui a fait le plus d'audience, France-Brésil. Est-ce que ça a un rapport Oui, mais dans l'imaginaire collectif, France-Brésil, forcément, ça fait rêver les gens. Donc, on est d'accord que des personnalités, des profils différents, atypiques, marqués pour quelles que soient les raisons qu'ils portent, et on ne peut que les respecter, ne peuvent que faire avancer le foot féminin. C'est-à-dire, on sort de... C'est une équipe de nanas qui sont en train de taper dans un ballon, et en fait, il y a vraiment quelque chose qui existe. Ça a de l'épaisseur, ça a de la consistance. Encore une fois, on ne peut pas faire de généralité, parce que
Megan Rapinoe, on l'a beaucoup entendu. On a entendu d'autres joueuses, peut-être d'autres équipes, comme Marta aussi, après l'élimination du Brésil contre la France, qui a eu un message pour les petites filles en disant justement qu'il ne fallait pas abandonner, qu'il fallait jouer au foot si elles en avaient envie. Il y a des joueuses d'autres pays qu'on n'a pas... Voilà, exactement, qu'il faut donner les moyens aux filles. Mais après, on ne l'a pas entendu dans toutes les fédés, ça dépend des personnalités des joueuses. Enfin, mais de toute façon, qui en est, ça ne peut être que positif. On est bien sûr, pour elles être ont besoin de complètement ça. honnête, je pense qu'il est plus facile pour l'instant, au vu du niveau de médiatisation des filles, de pouvoir revendiquer d'autres choses tout en servant du football, pour pouvoir revendiquer d'autres choses, des sujets de société, que chez les garçons. Chez les garçons, il y a une certaine pression et surtout un écho qui est largement plus fort, et les joueurs sont beaucoup plus prudents pour se lancer dans ce genre Ils ont peut-être moins de choses à dire. Mais les Françaises auraient pu s'exprimer aussi sur les salaires et elles ne l'ont pas fait. Enfin, sur les primes, elles ont été quand même assez prudentes aussi. Les bien sûr, Françaises, selon le contexte, hein, évidemment. Siani, comment vous voulez demander à avoir les mêmes primes, enfin, avec une équipe de garçons qui vient juste d'être titrée championne du monde? Non, après, dans le même château, c'était déjà difficile. Elles ont négocié les primes avec la Fédé et c'est normal. Après, elles n'ont pas forcément réclamé l'égalité salariale, mais après... J'en ai discuté aussi avec le président Le Gret, je lui ai posé la question et après sa réponse, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais lui, effectivement, il dit qu'il ne peut pas forcément donner la même chose aux filles et aux garçons, ce qui peut s'entendre parce que, effectivement, en termes de sponsors, c'est pas tout à fait la même chose. La fédération, c'est une entreprise. Et voilà, après, mais ça peut s'entendre aussi. Puisque vous parlez de Noël Le Gret, il a aussi proposé, si je ne m'abuse, que la Coupe du Monde féminine se joue tous les 2 ans. Ah, ça, j'ai pas entendu. J'ai pas entendu, mais je pense que ça peut être compliqué pour des pays comme la Thaïlande, par exemple. Pour se préparer tous les 2 ans à ce niveau-là, ça doit être difficile. Passer la Coupe du Monde tous les 2 ans, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour pouvoir porter justement le foot féminin? Moi, je pense que c'est une mauvaise idée parce que je pense que c'est un événement exceptionnel. Il faut que ça reste exceptionnel. Oui, mais quand ils disent, justement, pour revenir à ce qu'on disait en première partie, ça permettra à des équipes qui n'ont pas de structure de club d'avoir des vraies compétitions pour élever le niveau. Après, il y a les compétitions continentales, c'est alterné. Il y a l'Euro, il y a la Coupe d'Asie, il y a la CAN tous les 2, en alternance avec la Coupe du Monde tous les 2 ans, il y a les JO aussi. Donc en soi, c'est pas tellement utile de mettre une Coupe du Monde tous les 2 ans. Alors j'ai dit Noël Le Gret, mais comme vous n'avez pas l'air d'être au courant, peut-être que je me suis trompé, mais je crois que c'est lui ou Infantino, je sais pas. Infantino plutôt, je pense. C'était plutôt Infantino. Comment se fait-il pour justement faire avancer la cause du foot féminin, si on peut appeler ça une cause, comment se fait-il qu'on ne voit pas de clubs féminins dans les grands clubs historiques? Que vaut le club féminin du Milan AC? Que vaut le club féminin du Real Madrid? Justement, du Bayern? Ça vient juste d'être créé. Non, mais comment se fait-il que ces grands clubs-là n'aient pas de politique Si, il y en a. Ils sont en retard par rapport à d'autres. Non, le Bayern n'est pas en retard. Par exemple, le Bayern en Allemagne, c'est une très bonne équipe. Est-ce que c'est pas une question de culture? Parce que les clubs qui viennent de citer, c'est des clubs plutôt latins. Oui. Chani, le plus grand club du monde, le Real Madrid, ils n'ont pas d'équipe de filles. Si, ils en ont une qui va être créée. Oui, Mais le Barça en a une depuis longtemps, l'Atlético de Madrid en a une, la Juve a lancé la scène en 2017. Effectivement, il y a les... Après, l'équipe féminine du Liverpool, Manchester. Ils ont Manchester aussi. Manchester et Manchester United viennent de battre un record là pour la première journée du championnat anglais. Ils ont mis 30 000 personnes à l'Etihad Stadium pour un match de filles. Mais ça commence. Il faut un peu de temps. C'est ce que j'explique souvent aux gens. Moi-même, j'étais impatient quand j'ai commencé dans le football féminin. J'étais très impatient. Je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas plus d'avancées dans certains domaines. Mais ouais, le Milan AC, ils ont une équipe maintenant. L'Inter de Milan a une équipe. La Fiorentina a une équipe. Bien sûr. Ça commence petit à petit. Liverpool, les Anglais ils sont en avance. Les Allemands sont en avance aussi. Mais ça va venir. Il faut... Non, mais alors je vais poser la question différemment parce que vous faites tous preuve de mauvaise foi. Qu'ils aient des équipes sur le papier avec on a 20 filles qui veulent jouer, on les a mis sur un terrain, qu'ils aient des équipes depuis des lustres, c'est une chose, mais qu'ils aient des équipes pour lesquelles ils ont mis des moyens, qui sont professionnalisées, autre qu'il y a 1 an ou 2. Le Real Madrid, comment ça se fait que ça fait pas 15 ans qu'il est comme Lyon, comme en Allemagne, des équipes... Ça commence un jour. Oui, mais c'est un peu long quand même. C'est le Real Madrid. Oui, ça commence un jour et ils ont signé des grandes joueuses. Kosovar Aslani vient de signer au Real. Ça va arriver. Le football ne se différencie pas de la société. C'est-à-dire que le cas du football féminin
par rapport à la place de la femme dans la société et surtout dans les sociétés latines, que ce soit en Espagne ou au Portugal, parce qu'on peut parler du Portugal aussi. Même en France. En France, bien sûr. Il a fallu un peu de temps. Oui, l'Olympique Lyonnais était avant-gardiste à l'époque. C'était la volonté de Montpellier, avec de Nicolas, c'est les premiers. Nicolas, oui. Et il a fallu un petit peu de temps, mais je pense qu'évidemment, dans les années qui vont arriver, vous allez avoir une vraie compétition de Champions League chez les filles. Ouais. Vous la verrez. Même cette année, on commence la Ligue des Champions par un Juve-Barça. Alors effectivement, c'est pas à la hauteur du Juve-Barça qu'on peut avoir chez les hommes, mais quelque part, ça va parler aux gens. Il y a Arsenal-Fiorentina en Ligue des Champions, donc quelque part, il faut commencer par quelque chose. Et je pense que ce genre de match va permettre aussi aux gens d'aller voir, d'aller découvrir le foot. Et puis les grandes équipes masculines ne peuvent pas être aussi des grandes équipes féminines. Oui, Soyons doit être une grande équipe féminine. Je sais pas, moi, le FC Vitry-sur-Seine aussi peut être une grande équipe féminine. C'est parce que... Mais oui, mais bref. Bon, ça va être un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est pas parce qu'on s'appelle Real Madrid et FC Barcelone qu'on doit absolument avoir... Non, mais ça semble logique pour le grand public. Je parle pas pour des professionnels comme vous, mais pour le grand public. Ouais. Comme vient de le dire Siani, Barça-Juve, pour quelqu'un qui s'y connaît pas trop en foot féminin, il aura plus facilement tendance à regarder Barça-Juve parce que ça résonne quelque part que soyons Vitry, avec tout le respect que je leur porte. C'est la suite logique. Vous voyez, je vais prendre l'Atlético Madrid par exemple, en football féminin. Ils jouent au Metropolitano, dont 70 000 spectateurs contre le Barça. Même si on est supporter de l'Atlético chez des garçons, on va forcément jeter un œil. Ouais. Et c'est ça qui va faire que le foot féminin va progresser. Et c'est les équipes du haut, les gros clubs qui doivent tirer. Et même si Vitry un jour doit être en D1, mais c'est grâce à ces équipes-là qui... Là, vous parlez de quelque chose sur lequel je rebondis, auquel je n'avais pas pensé, mais les supporters... je me souviens des ultras du PSG qui sont allés à Chelsea. Et qui y vont toujours. J'étais dans le PSG Soyeux aux premières journées. Ils font tous des déplacements. Ils étaient là. Ça aussi, ça compte énormément. Ça va venir en plus. Moi, ça compte. Si vous allez voir un match au Paris Saint-Germain. Les supporters de Lyon, du PSG, ils sont là, ils ont leurs supporters. Un PSG-Marseille, par exemple, il y a un an, je crois, ça s'est passé à Jean-Bouin. Je peux vous garantir que... Quoi, les supporters avaient le droit de se déplacer ? Du PSG, oui, pas de Marseille. Mais oui, ça va venir, il faut du temps aussi. Mais c'est vrai que Paris Saint-Germain, en termes de supporters, ils sont vraiment pas mal. Il y a minimum 300, 400 supporters à tous les matchs. C'est organisé, oui, le PSG s'est organisé. Ils ont fait une compétition cet été dans le sud de la France. Il y avait les supporters avec elle. Le PSG a vraiment sa base de supporters, mais comme Lyon aussi. Bien sûr, avec les OL Angels, ils ont leurs supporters. Il y a plein de clubs comme ça qui ont des petits groupes de Montpellier aussi, à son petit groupe de supporters. Après, en général, c'est ça. Paul a raison. Quand on suit une équipe masculine, on va jeter un œil sur l'équipe féminine. Manchester, ils ont rempli le stade comme ça aussi. Hein. Alors, malheureusement, ça va vite. Il faut qu'on avance. Donc, pour l'avenir, comment faire bouger les choses ? Que ce soit en Europe, encore plus, on vient de le dire, avec des grands clubs qui se placent, et notamment en Afrique. J'ai aussi posé la question à Gérard, et voilà sa réponse. C'est vrai, en Afrique... le football féminin n'est pas trop développé. Je pense que certaines familles en Afrique ne laissent pas leurs enfants jouer au foot parce qu'on se dit que le football, c'est un sport de délinquants. Vous savez, donc tout ce que je peux demander aux parents, c'est de motiver leurs enfants à jouer au football parce que c'est un sport où je trouve vraiment bien. Aujourd'hui, je suis bien grâce au football. Tout le monde doit s'y mettre, les fédérations, les familles, les sociétés, les sponsors, tout le monde doit s'y mettre pour le développement du football africain. C'est pas le travail d'une seule personne. Ce qu'elle dit, Adjara, c'est qu'il y a aussi une culture. Il y a aussi des habitudes à mettre en place, il y a aussi des clichés à dépasser, il y a des barrières à franchir, il y a c'est plus compliqué dans certains endroits que d'autres. Cynthia ? Oui, mais je pense qu'au Cameroun, ça vient bien. Vraiment, depuis la CAN 2016, où j'ai vu les stades remplis, en pays anglophone et en pays francophone, sachant qu'il y a des problèmes actuellement, c'est vraiment un sport qui a réuni. J'ai vu même des scènes où j'ai vu un vieux papy qui voulait absolument le maillot de Abou Diouangene. Alors ça venait, pour faire encore une comparaison avec les garçons sortaient d'une Coupe du Monde au Brésil, où c'était la catastrophe. Donc tout le monde s'était retourné vers le football féminin. Et aujourd'hui, les joueuses sont connues au Cameroun. Après, dans d'autres pays, c'est un peu plus compliqué. Pour pasticher Megan Rapinoe, monnaie, il faut investir et investir encore. C'est ça.
Sani, est-ce que, là en parlant du continent, est-ce qu'il n'est pas plus simple pour les supporters de suivre une équipe qui gagne plutôt qu'une équipe qui perd? Ironiquement, on disait que les filles avaient fait mieux que les garçons. Est-ce que les supporters qui en ont marre de voir leurs équipes masculines pas dépasser le premier tour, il y en a certains qui pourraient se dire moi maintenant j'en ai ras-le-bol, au moins les filles elles se battent, elles montrent qu'elles se battent, elles se prennent pas pour des stars et elles montrent quelque chose et elles passent le tour. Alors en 2011, c'est un peu ce qui a aidé l'équipe de France justement parce qu'elle disputait la Coupe du Monde en Allemagne un an après les événements fâcheux de Naïsna. Donc ça avait participé donc aussi. Ça peut. Mais parce que l'image de l'équipe de France masculine était dégradée, elles arrivaient derrière, elles ont fait une demi-finale de Coupe du Monde, elles jouaient bien, voilà donc. Ça peut être au début un moteur, mais derrière, s'il n'y a pas les résultats, s'il n'y a pas du jeu, s'il n'y a pas de progrès, ça ne peut pas durer. Donc là, moi, je pense que ça va au-delà du fait d'être déçu par les garçons, donc de se reporter sur des filles. Il faut qu'il y ait une volonté des fédérations, des clubs, de mettre des moyens, des sponsors de venir et de mettre de l'argent pour que les filles elles puissent faire que ça, que ce soit des professionnels. Donc elles vont progresser dans tous les domaines puisqu'elles vont s'entraîner comme des pros, comme on le voit chez les garçons, parce qu'on se plaint toujours qu'il y a une différence entre foot masculin et foot féminin. Mais il y a, je sais pas, 60 ans de différence entre les deux disciplines. Et on voudrait qu'ils se rattrapent en l'espace de 10 ans, mais c'est pas possible. Ouais, donc il faut donner des moyens aux filles pour justement qu'elles puissent s'entraîner plus, jouer plus, bien récupérer, en faire un vrai métier. Et là, on pourra faire des comparaisons. Mais actuellement, c'est absurde de vouloir comparer les deux et de demander aux filles de rattraper tout le retard qu'elles ont sur leurs homologues masculins. La question, c'est est-ce qu'il y a de la place pour le football féminin? En fait, c'est ça la question. On l'a vu cet été, il y en a. Il y a de la place. Il y a de la place. C'est pas parce qu'une personne supporte les garçons qui ne peut pas supporter les filles, on n'empêche pas l'autre. Et même oui, mais enfin, vous savez que on a envie d'être fier, on a envie de gagner, on a envie de. Oui, mais c'est pas que ça le sport. Le sport, c'est pas que ça. Mais pour le grand public, si. Non, mais non, c'est pas vrai parce que cet été à la Coupe du Monde, c'était pas un public. C'était un public totalement différent, filles et garçons. Il y a 40% des gens qui allaient au stade, c'était la première fois qu'ils allaient au stade. C'était beaucoup de familles, de mamans, d'enfants, des gens qui n'allaient pas forcément voir les garçons, qui venaient voir les filles. Donc, et pas forcément pour gagner, pour voir du beau jeu, pour voir un bon état d'esprit, pour voir quelque chose de différent. Donc on ne va pas forcément voir une équipe parce qu'elle gagne. Et c'est une bonne nouvelle, puisque s'il y a 40% qui avaient jamais mis les pieds dans un stade, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel. Il y a encore énormément de marge. Dernière question et après on se quitte. La prochaine grande échéance, c'est quoi? C'est les JO, c'est l'Euro. Les JO, non? Les JO d'abord. Mais si, les JO l'année prochaine. Ça compte bien sûr, en foot féminin, bien sûr. Oui, ça compte véritablement? Enfin, moi, mes premières images de foot féminin, c'est les JO. Ouais. Ceux de Londres, c'était pas mal, pareil. C'est bien diffusé. Qui va gagner les JO? Les États-Unis, peut-être. Non, je sais pas, peut-être. Moi, je pense que la France, ils peuvent. C'est une nouvelle génération en équipe de France. Mais on dit ça chaque année. On n'y sera pas aux JO l'année prochaine. On n'est pas qualifié. Mais c'est dommage parce qu'on a une bonne équipe et je pense qu'on peut encore progresser. Honnêtement, il y a une marge. Mais de toute façon, on a intérêt, ouais. Oui, mais on n'est pas si loin que ça. Faut pas croire. Elle n'est pas nulle, l'équipe de France. Elle était décevante, cette équipe, pendant cette Coupe du Monde. Non, vous avez joué les champions du monde. Oui, mais en termes de jeu, c'était pas, à part le premier match, c'était pas exceptionnel. Mais je pense qu'il faut du temps. Et puis, c'est la première fois que les filles font une compétition aussi importante à la maison. Donc, s'il y avait de la pression, ça peut être bon, comme ça peut être mauvais, mais je pense qu'il faut de l'expérience avant toute chose. On n'a pas il est positif. On n'a pas toujours on a eu du temps chez les garçons avant de gagner la Coupe du Monde. Bien sûr, mais après on leur demandait pas de gagner la Coupe du Monde. C'est vrai qu'on aurait aimé les voir au moins aller dans le dernier carré, parce que ça fait longtemps qu'elles butent sur cette marge d'écart. Mais voilà, là les JO elles y seront pas, donc on va les attendre dans 2 ans en Angleterre. Bon, on va terminer sur du ultra corporate. Cynthia. Les Pays-Bas. Non, une équipe africaine championne du monde. Pas pour maintenant. Pas pour maintenant, mais nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Palabre. Merci à tous, merci beaucoup, Stiani, Cynthia, Paul. Merci. Les réseaux sociaux, vous savez comment nous joindre, comment nous regarder. À bientôt, ciao.